Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi et vous allez le voir, nous commençons en beauté avec un scoop énorme puisque notre invité du jour est un journaliste, un grand reporter qui se sent bien dès qu'il foule un terrain, un micro à la main pour évidemment rechercher tout ce qui s'y passe, qui se trouve dans une zone de conflit au Japon pour raconter la catastrophe de Fukushima ou sur un plateau de Capital pour lancer des enquêtes passionnantes. Ce virtuose de l'information brille évidemment par son professionnalisme et son aisance devant la caméra. Et justement, s'il nous rend visite ce matin, c'est parce qu'il a décroché la semaine dernière un scoop à faire pâlir d'envie tous ses concurrents. Une incroyable histoire dont il vient ici nous raconter les coulisses. Bonjour François-Xavier Ménage. Bonjour. Merci de nous rendre visite. C'était jeudi soir à 20h30 sur LCI, la diffusion de votre interview de l'industriel français Carlos Ghosn, ancien patron de Renault et de Nissan. Un entretien que vous êtes parvenu à décrocher moins de 24 heures avant sa nouvelle interpellation à Tokyo. Ce matin, on vient d'apprendre à l'instant, parce que c'est évidemment une affaire sans fin, que les actionnaires de Nissan ont voté évidemment la révocation de son mandat d'administrateur. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, juste une petite question que tout le monde a envie de se poser. Quand on décroche un tel scoop, est-ce qu'à la fin du mois, il y a une petite prime de votre employeur François-Xavier? Quoi? Non, il va décevoir tous les Oh non, on fait d'abord ce métier évidemment pour parfois réussir à obtenir ce genre d'interview et vraiment la satisfaction elle est journalistique. Mais après, moi j'étais pas tout seul, on est quand même une équipe à avoir réussi à mettre ça sur pied. Mais je vais vous raconter après dans les détails. C'est pas l'interview qui a été le plus incroyable à voir. C'est la diffusion. Parce qu'après, il a fallu un petit peu batailler avec les avocats japonais pour les convaincre qu'il fallait mettre ça à l'antenne. Ouais. Absolument. On va rentrer dans les détails dans quelques instants. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Est-ce que vous avez regardé cette interview? Que pensez-vous de l'affaire Carlos Ghosn? Est-ce que vous suivez évidemment LCI, les news et François-Xavier Ménage? Si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas. Des suggestions, des commentaires. Il y répond juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Nicolas, bonjour François-Xavier. Bonjour. C'était bien ces vacances? Ah, c'était formidable, ouais. Vivement les prochaines. Damien a pris 2 jours, mais ça nous a semblé une éternité. Un week-end pour moi, c'est des tellement vacances. il nous a manqué. On démarre tout de suite avec les audiences de ce week-end. C'est TF1 qui est arrivé en tête. Oui, et loin devant la concurrence, la première chaîne de France poursuivait la diffusion de la 8e saison de The Voice avec une petite nouveauté samedi soir, le coup d'envoi de l'étape des KO. 4,7 millions de fidèles se sont rassemblés devant cette nouvelle étape, ce qui représente près de 25% de part d'audience et 1,7 million de téléspectateurs de plus que France 3 qui ressortait de ses tiroirs un épisode en rediffusion de Commissaire Magellan. France 2 parvient également à monter sur le podium, sur la 3e marche plus précisément, grâce à la soirée 6 d'Action où de nombreux artistes ont repris les titres de Starmania. 1,9 million de mélomanes ont répondu présent. C'est un score en hausse par rapport à l'édition de l'année dernière. Et enfin, on termine avec C8 qui s'est enlisé dans le classement samedi dernier. Patrick Sabatier avait convié l'humoriste Franck Dubosc à l'occasion d'un nouveau numéro dont se retrouve chez Sabatier. Vous pouvez le constater à l'écran, 387 000 curieux seulement, soit 2% du public. C'est quand même beaucoup moins que l'année dernière, puisque le dernier numéro, puisqu'il avait dépassé le million. Alors, il avait invité Cyril Hanouna, évidemment, donc c'est un peu différent. Mais le samedi soir, c'est évidemment pas évident. François-Xavier, vous êtes un journaliste d'antenne, ancré évidemment dans le monde de l'info. Mais néanmoins, on vous a quand même aperçu dans Alibi.com, le film de Philippe Lachaud, jouant votre propre rôle. Je ne vais pas vous demander si vous allez devenir comédien, mais est-ce qu'à un moment, faire un pas de côté, présenter autre chose, un divertissement, un talk, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Je crois pas, en vrai. Non? Après, moi, quand j'étais petit, j'avais des rêves, évidemment, comme tout le monde, quand on allume la télé, de se dire où est-ce qu'on pourrait se retrouver un jour ou l'autre. Mais en vrai, je crois que c'est déjà énorme comme terrain d'être journaliste. Donc voilà, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Il a commencé par le JT en Grèce. Ah, mais il a de multiples talents, Nikos. Moi, je crois que je serais pas capable. Samuel Etienne, qui fait la matinale de France Info et Question pour un champion, vous pour un moment. Non, je vous le dis comme ça, après j'ai 38 ans, la route est longue, mais je ne crois pas que je pourrais. En tout cas, évidemment, un journaliste c'en est un et un très bon. Restez avec nous puisque nous allons évidemment dans quelques instants découvrir les coulisses de son interview. Mais on poursuit, Damien, nous, avec la bataille de l'Access. Exactement. Gros chamboulement à prévoir pour l'année prochaine? Alors, effectivement, il se pourrait bien que l'épicentre de ce petit tremblement de terre apparaisse du côté de France Télévisions. Selon nos confrères du Parisien dimanche, le groupe audiovisuel de service public serait en train de réfléchir à un rallongement de C'est à vous, le
fameux magazine présenté chaque jour à 19h par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Alors actuellement, ce talk show se termine à 20h25. Effectivement, il cartonne en audience et apparemment, eh bien, le talk show, la direction souhaiterait que l'émission s'étende jusqu'au programme prévu en première partie de soirée. Alors pourquoi ? Parce que déjà, vu les bonnes audiences, comme vous venez de le souligner, Nicolas, qu'Anne-Elisabeth Lemoine enregistre chaque jour, cela permettrait non seulement de doper les audiences du prime time, mais aussi de faire des économies en déprogrammant le magazine Entrée Libre, présenté chaque jour à 20h20 par Claire Chazal. Alors toujours selon Le Parisien dimanche, l'ex-star du 20h de TF1 migrerait donc le samedi aux commandes d'un magazine culturel. Ce serait à peu près naturel puisque les primes de France 5 démarrent vers 20h50 contrairement aux autres chaînes, donc ce serait évidemment une petite prolongation. Vous aviez évidemment goûté aussi les joies des plateaux télé à l'époque de Capital que vous présentiez sur M6. Une émission comme C'est à vous, comme ça en plateau, est-ce que vous pourriez participer comme ça, vous, en tant que chroniqueur, animateur? On voit qu'il y a Antoine Janton qui était ancien de CNews, qui est maintenant sur le plateau. Excellent journaliste, il en est aussi. Ça ce serait c'est un autre exercice. C'est un autre exercice, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire du plateau, et notamment à Capital et en présentant une matinale, et c'est vrai qu'après, j'ai des copains qui m'ont dit, mais attends, t'es en plateau, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à retourner sur le terrain? Mais moi, je considère que c'est la plus belle des matières, entre guillemets, quand on est journaliste. En tout cas, c'est là où je m'amuse le plus. Donc, à un moment, il faut aussi écouter et ses envies et sa joie. Et donc, quand on a la chance de pouvoir bouger un petit peu partout, parce que TF1 nous permet justement de bouger, je crois qu'il faut aussi faut se rendre compte de la chance qu'on a. Voilà. Ce n'est pas tout de suite le retour de François-Xavier Ménage sur un plateau. Dites-le vous bien. Envoyez-le partout dans le monde, mais pas sur un plateau, pas de sédentarisation. On termine, Damien, avec des nouvelles révélations dans l'affaire Christian Quesada qui se poursuit. Exactement. Le maître de midi de tous les records a été mis en examen et écroué le 26 mars dernier pour tentative de corruption de mineurs, détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Depuis, les langues se délient et les témoignages se multiplient. Le dernier en date, celui d'Emeline, une candidate qui avait affronté Christian Quesada en juillet 2016 alors qu'elle avait 26 ans. Alors selon ses propos retranscrits dans le magazine Closer, le champion du jeu l'a ensuite retrouvé sur les réseaux sociaux. Les deux discutaient de façon amicale de leur vie respective, mais selon elle, tout a dérapé en janvier 2018 lorsque Christian Quesada lui a envoyé 3 photos de son sexe. Même son de cloche du côté d'une autre femme, Audrey, 26 ans également, qui est entrée en contact avec le maître de midi, tout simplement dans un premier temps pour le féliciter, mais elle aussi, elle annonce qu'elle s'est liée d'amitié avec lui, puis ensuite ça a dérapé. Évidemment, on le voit dans cette affaire, les réseaux sociaux ont un rôle très important. Aujourd'hui, en tant que journaliste, ces réseaux sociaux, François-Xavier, il faut y faire attention, il faut quand même regarder ce qui s'y passe, que c'est important, il faut faire le tri. Comment ça se passe? Comment vous le faites, vous? Je vais vous dire, si vous êtes présent, vous, déjà? Oui, mais alors je le suis là encore, seulement avec une casquette de journaliste, parce que c'est-à-dire que moi, mes copains qui partent en vacances et qui m'envoient des photos sur Instagram, j'ai même pas Instagram. En revanche, Twitter, je vous le dis de manière très transparente, Twitter, je suis à peu près une centaine de personnes. L'écrasante majorité sont journalistes et je vais suivre des journalistes de l'AFP au Japon parce que le Japon me passionne. Je vais les suivre sur des thématiques liées à Trump parce que je sais que les infos qu'ils vont donner sont en béton armé. Je connais les journalistes qui écrivent ces tweets-là et donc je leur fais confiance. Et après, on va recouper des infos quand ils les donnent. Mais moi, c'est vraiment un outil de boulot. Mais si j'ai envie de m'évader, je vais plutôt aller courir le matin que de regarder Facebook pour vous dire. Regarder les réseaux sociaux, Mais parfois, c'est compliqué, notamment on l'a vu avec les Gilets jaunes. Il y a de tout et n'importe quoi, le royaume des fake news. Mais c'est en ce sens aussi où je crois plus que jamais, et chez TF1 sous le pilotage de Thierry Tullier, il y a en ce moment déjà un travail qui est effectué pour que encore plus que jamais d'ailleurs, on puisse vérifier les sources d'informations quand elles viennent d'Internet et qu'on les met à l'antenne de TF1. On a besoin de personnes qui filtrent, on a besoin de personnes qui nous assurent que c'est la bonne source, que c'est pas une image qui a été pompée il y a 4 ans et qui ressurgit comme ça. Alors nous, on a des outils pour vérifier ça, mais il y a un moment, c'est du data journalisme, on est dans des questions extrêmement techniques et on a besoin de renforcer ça. Et chez TF1, il y a une vraie réflexion pour que justement, il n'y ait pas d'erreur à ce sujet. Donc oui, les réseaux sociaux, on est obligé de faire avec, mais on doit aussi les dépasser pour après apporter une info à tout le monde et qui soit certifiée conforme. Donc ouais, c'est du boulot aussi quand même, mais c'est d'abord une source d'infos aussi fabuleuse. Ouais. Damien, fini pour aujourd'hui? C'est fini, mais nous aurons du croustillant demain, Nicolas. J'en dis pas plus. Voilà, on s'attend au pire, pas dire au meilleur, mais aussi au pire. Attention, tout est possible chez nous. C'est le retour de vacances. Exactement, d'autres news évidemment dès demain avec un Damien en pleine forme. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec François-Xavier Ménage.
François-Xavier, vous avez enregistré une interview exclusive avec l'industriel Carlos Ghosn, seulement quelques heures avant sa nouvelle interpellation à Tokyo, au Japon. Un entretien qui a été partiellement diffusé dans le 20h de TF1 jeudi dernier, que les téléspectateurs ont ensuite retrouvé en intégralité sur LCI à 20h30. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir s'il y avait quelque chose entre vous et le Japon. On a l'impression que... Oui, la réponse est oui, mon On a l'impression que Fukushima, on rappelle, vous êtes beaucoup impliqué, vous avez fait documentaire, un livre sur la catastrophe de Fukushima. Là, Carlos Ghosn, c'est encore au Japon. Qu'est-ce qui vous attache à ce pays? Moi, pour être tout à fait honnête, la première fois que je suis allé au Japon, j'ai laissé mon cerveau là-bas. Et je suis fasciné par ce pays, avec toutes ses contradictions, avec sa richesse culturelle. Bref, je pourrais vous en parler pendant 4 heures, mais il faudra faire une émission plus longue. Non, puis c'est vrai aussi que je suis impliqué, parce que j'ai la chance d'être président de l'association de presse France-Japon, où on discute énormément du Japon avec mes collègues français et japonais qui sont en place à Paris. Et là, il s'avère qu'effectivement, l'affaire Ghosn, qui de toute façon est une affaire fascinante, de surcroît, elle se passe au Japon, le système judiciaire n'est pas le même. Ça veut donc dire qu'il y a des codes qu'on n'a pas. Ça veut donc dire qu'il y a des incompréhensions en apparence qu'il faut justement dépasser pour expliquer ce système judiciaire qui nous surprend, nous, Français. Donc rien que pour ça, c'est une raison supplémentaire pour se dire... Et vous étiez le mieux placé, forcément. Alors, le mieux placé, je ne suis pas expert non, mais vous connaissez quand même en un justice peu le nippone, mais oui, japonais. en tout cas, voilà, il faut expliquer toutes ces différences culturelles. Et c'est aussi une des facettes très intéressantes de cette affaire. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous comment vous êtes parvenu à décrocher cet entretien que tous les journalistes s'arrachaient. C'est un boulot de préparation, vous l'avez dit. Ça se passe comment? Vous entrez en contact avec l'entourage avant d'arriver jusqu'à Carlos Ghosn? Alors, il y a plusieurs entourages, déjà, il faut dire ce qui est. Moi, j'étais parti au Japon il y a quelques semaines pour TF1 et on avait déjà enquêté sur l'affaire Ghosn. Et on avait... Il était sorti de prison à ce moment-là? Il était à cette époque en prison encore. Voilà. Prison. Mais on évoquait une possible sortie assez rapidement. Donc on a des interlocuteurs à Tokyo, on a des interlocuteurs évidemment bien sûr à Paris, des intermédiaires et depuis déjà plusieurs mois avec la rédaction de TF1 et avec Thierry Tullier évidemment le patron de l'info qui était très impliqué dans ce dossier et qui a été un super copilote, eh bien on a bien entendu demandé à avoir des interviews et puis tout s'est précipité quand dans le clan de Carlos Ghosn, quand lui, sa femme et ses avocats ont compris qu'il y aurait une arrestation. Cette arrestation, donc Alors qu'il était sorti depuis, qu'on le rappelle, 2 semaines. Il était sorti depuis un mois, un peu 6 mois, avec une caution de 8 millions qui avait été versée et posée sur la table. Et donc, quand Carlos Ghosn comprend qu'il va être arrêté, eh bien, il est d'accord pour effectuer une interview en urgence, par Skype, à 10 000 km, donc avec Paris. Et tout ça va s'organiser en l'espace d'un petit peu moins de 2 heures. Et ensuite, à 9h30, le mercredi matin, devant l'écran, on est face à Carlos Ghosn qui va nous répondre pendant 25 minutes. Donc, c'est vrai que techniquement, il a fallu qu'on se dépêche pour organiser tout ça. Et il faut dire ce qui est. Carlos Ghosn, pour bien comprendre les conditions de cette interview, on est dans le bureau de ses avocats. Il a la possibilité de faire cette interview dans le bureau de ses avocats. Il ne peut pas le faire dans son domicile qu'il occupe avec sa femme à Tokyo parce que là, il n'y a pas le droit d'avoir des communications Internet. Mais là, donc, on est dans un cadre bien précis. Il est à côté de sa femme qui n'apparaît pas à l'image, mais dont on comprend qu'elle est inquiète. Elle est juste à côté de lui. Et les avocats, eux, sont dans une pièce à côté en train déjà de réfléchir à comment faire dans l'hypothèse où cette arrestation se confirme. Alors, il n'avait pas d'Internet chez lui, hein, c'est ça? Non, il est privé de connexion. Chez lui, il est privé d'Internet. Il nous a montré d'ailleurs son téléphone portable en disant, dans ce téléphone, je peux faire des communications audio, si je puis dire, mais je ne peux pas utiliser Internet. Il nous a montré son téléphone. Il a rappelé également que dans son domicile, pendant sa libération conditionnelle, sa libération sous caution, pardon, il avait la possibilité de recevoir des personnes, mais il devait noter tous les noms et il y avait bien une caméra à l'entrée qui filmait justement les allées et venues. Mais dans ce cadre précis, l'interview dure 25 minutes. Les avocats nous demandent expressément que l'on n'évoque pas dans le détail les chefs d'accusation. Mais pour le reste, bien sûr, on lui pose les questions essentielles, à savoir est-ce qu'il a été au-dessus des lois? Est-ce qu'il se considère comme étant un patron qui était stratosphérique et loin des réalités? Voilà, autant de questions qu'on lui a posées. Et il a répondu à ça sans que ses avocats ne soient juste à côté de lui. Et surtout, c'est vrai, il y a quand même quelque chose de fascinant. C'est quelqu'un, un patron d'industrie déchu maintenant, qui pense être arrêté dans les minutes qui suivent. Finalement, ce sera quelques heures plus tard. Et dont on sent qu'il est évidemment tendu, mais on ne perçoit pas l'urgence de cette interview. C'est là où parce que dans l'état d'esprit, il a l'air effectivement combatif, sérieux, etc. On ne se rend pas compte qu'il est assigné à résidence, que vous avez réussi à contourner cette assignation via son bureau des avocats, et il a l'air, enfin, sans dire serein, mais il n'a pas l'air non plus nerveux que ça. C'est assez incroyable. Non, tout à fait. Et c'est là où on pourrait presque voir 3 visages. Moi, c'est comme ça que j'ai résumé la chose après l'interview. Vous avez un homme qui parle comme si c'était toujours un capitaine d'industrie.
et il va donner des détails chiffrés sur les scores de Nissan qu'il considère comme très mauvais en ce moment. Il est inquiet pour l'Alliance et il est surtout très inquiet pour les salariés de Renault. Et il en parle comme si c'était toujours le patron. Deuxième visage, vous avez un Carlos Ghosn qui est déjà en train de se battre, qui est déjà en train, en quelque sorte, de faire son procès et de défendre son beefsteak. Et puis vous avez aussi un Carlos Ghosn, et ça c'est l'aspect nouveau de cette interview, qu'on n'avait jamais vu, Carlos Ghosn devant la caméra depuis le début de cette affaire. Carlos Ghosn qui a décidé de rendre coup pour coup. Et il fait cette annonce assez surprenante quand il dit dans cette affaire, je le cite, il y a des personnes qui rentrent chez elles le soir en pensant qu'elles ne seront pas inquiétées et qu'elles peuvent dormir tranquillement. J'ai les noms, j'ai les preuves et je les mettrai sur la table. Donc là, on comprend qu'on est rentré dans une autre phase et c'est en ce sens que l'interview, je pense, est un vrai document parce qu'on comprend les intentions de Carlos Ghosn. On va en revenir sur les détails. Damien, des questions, des réactions tout de suite. Il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions, envoyer tous vos commentaires. Alors on salue Daniel, on salue Sylvie, Mehdi, dont on essaiera de poser la question dans quelques instants. Et une question de Victorien qui estime que vous êtes un journaliste de terrain très talentueux et qui aimerait savoir quel est le souvenir le plus marquant que vous avez en tant que journaliste. Vous avez travaillé sur BFM TV, sur M6, maintenant sur TF1. Est-ce que vous avez un reportage qui vous a particulièrement marqué ? Je vais vous parler de Fukushima, évidemment, parce qu'à l'époque, je travaillais pour BFM TV et c'est vrai qu'on est parti pour couvrir un séisme, pour couvrir un tsunami et parmi ça, eh bien, c'est rajouté une catastrophe nucléaire. Et ce qui était saisissant, mais je prends soin de rappeler que c'était tellement plus compliqué pour des victimes sur place que pour nous, journalistes, qui ensuite retournons à la maison au chaud 15 jours plus tard. Mais vous étiez face à un danger invisible. Et au même moment, il y avait les révolutions arabes, et Dieu sait que ça a été parfois un peu compliqué sur le terrain. Il y a 10 ans à peu près. C'était en 2011, la catastrophe de Fukushima, et vous êtes face à un danger qui est complètement invisible, qui est transparent et dont vous ne savez pas ce qu'il va devenir dans les heures qui suivent, parce que je vous rappelle qu'en France, il y avait quand même, sinon une hystérie, du moins, même dans la classe politique, des personnes pour dire qu'on était face à un cataclysme. Donc voilà, il faut faire son boulot de journaliste et on l'a fait du mieux qu'on pouvait. Voilà, mais il y avait déjà un carré avec une zone rouge qui était en train de devenir interdite et voilà, vous naviguez dans cet univers pour le moins gazeux et donc ça, personnellement, et parce qu'on était 3-4 journalistes ensemble pendant toute cette semaine-là. Oui, c'est un fait marquant, bien sûr, évidemment. Ouais. Alors, vous avez parlé évidemment de l'interview de Carlos Ghosn dans le bureau de ces avocats. Vous-même, je crois que vous étiez dans un lieu neutre, pour garder secret. J'en dirai pas plus, mais c'était dans un lieu neutre. Ce scoop, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour pas que même au sein de votre réaction, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'interview, elle s'est faite en l'espace de 2 heures et ensuite, ce qu'il a fallu, c'est négocier, notamment avec les avocats japonais, parce que tout s'est précipité. Il y a donc l'arrestation, Carlos Ghosn va chez... Alors juste avant, François, il vous avait défendu certaines questions, il vous avait interdit d'aborder certains sujets. Ce que je vous disais, on a pu poser toutes les questions qu'on voulait. La seule condition des avocats japonais de Carlos Ghosn, c'était qu'on ne rentre pas dans le détail des chefs d'accusation. Voilà. Mais pour le reste, on a vraiment pu poser toutes les questions qu'on voulait. Et après, comment ça se passe, la validation avant la diffusion, validation, il n'y en a pas vraiment eu et de surcroît on a vraiment toujours avancé en tant que journaliste et seulement journaliste. Nous on n'est pas attaché de presse de Carlos Ghosn et vraiment on a fait notre boulot en voulant poser toutes les questions qu'on pouvait. Mais là aussi il faut être totalement transparent. Ensuite il y avait tout de même cette interrogation, qu'allait-il se passer? Est-ce que oui ou non il allait être arrêté? Et c'est vrai qu'avec les avocats de Carlos Ghosn au Japon, la question a été à un moment de demander si oui ou non cette interview devait être diffusée. Mais c'est un patron de l'information qui s'appelle Thierry Tullier et on leur a expliqué, par le biais de Thierry bien sûr, que voilà, cette interview elle faisait sens, que Carlos Ghosn avait lancé un communiqué de presse aux États-Unis, qui avait été rédigé probablement, on imagine, par ses attachés de presse là-bas, et que nous, il y avait une tonalité qui était similaire au communiqué de presse, mais il y avait une image, il y avait des informations supplémentaires. On voit avec les traits de Carlos Ghosn, son visage, le ton qu'il emploie dans cette interview, ça donne des informations supplémentaires. Et donc on a diffusé cette interview. Mais est-ce que par exemple, s'il n'avait pas été arrêté, les avocats auraient pu vous dire on préfère ne pas la diffuser? Clairement, là aussi, pour être tout à fait transparent, cette interview était diffusée dans l'hypothèse où il était arrêté. Dans l'hypothèse où il est arrêté. Parce que sinon, je vous rappelle, et là aussi, il faut rappeler le contexte, Carlos Ghosn devait normalement effectuer une grande conférence de presse le 11 avril, c'est-à-dire cette semaine, et il devait le faire en présence de médias du monde entier, mais quand ses avocats et lui-même ont compris que cette conférence était pour le moins... ça va être compliqué mise en danger parce que voilà, il allait être arrêté. C'est là où notre proposition d'interview a trouvé écho.
Alors évidemment, au terme de l'interview, il affirme être victime d'un complot, hein, c'est ce qu'il dit et ce qu'il soutient depuis le début. Est-ce qu'il vous a, vous, convaincu personnellement à un moment, François-Xavier, Alors moi, quand vous l'avez écouté? Il n'a pas à me convaincre. Non, bien mais sûr. En plus, je vais vous dire, de surcroît, n'êtes qu'un il témoin. y a quelque chose qu'on oublie, c'est que personne, aujourd'hui, parmi les journalistes notamment, n'a lu et n'a en sa possession le dossier. Le dossier, il n'est même pas clos. Le dossier, il y a de nouveaux éléments qui arrivent pratiquement chaque semaine et avec des révélations qui soient vraies ou fausses, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà, c'est un dossier qui n'est pas clos, on n'a toujours pas la date du procès et donc aujourd'hui, eh bien, on est face à un homme qui livre sa version des faits. On est là pour y apporter des contradictions quand c'est nécessaire, mais surtout on est aussi là, c'est vrai, pour entendre sa version des faits, parce que de l'autre côté, Comme vous l'avez dit, on n'a pas tous les éléments en main en plus pour, voilà, pour l'interroger. Donc on écoute un homme dans ce qui semble être son et ses axes de défense, et puis après chacun se fait son opinion. Mais je vais vous dire, là on en est vraiment qu'au début, parce que le procès va arriver dans probablement des mois et des mois, et d'ici là, à mon avis, il y aura encore des revirements probablement, ou en tout cas des épisodes supplémentaires. Ça c'est certain, un vrai feuilleton. Damien. Tout autre chose, Mehdi souhaite savoir quels sont les conseils que vous donneriez à des jeunes qui aspirent à devenir journalistes. Du terrain. Allez, du terrain, c'est ça. Du terrain, ouais, Allez, voilà, c'est ça. sortez de chez vous, faites du terrain. Non, mais oui, je pense que c'est l'exercice le plus, je sais pas si c'est le plus vertueux, mais en tout cas, c'est celui qui vous donne probablement le plus d'épaisseur pour faire plein d'autres choses après. Je considère que c'est vrai, quand on se frotte au terrain, quand on se frotte aux réalités du terrain, on apprend des milliards de choses. De faire du Après, desk, comme on appelle, du screen. ouais, même s'il n'y a pas des bons, des mauvais journalistes Bien sûr. et que tous ceux qui sont sur le terrain sont bons, les autres sont nuls, absolument pas. Mais je pense que ça donne, en tout cas, ça donne plein d'épaisseur et puis ça donne plein de souvenirs aussi. Hein, pour parler de manière totalement personnelle, c'est aussi là où, moi, en ce qui me concerne, j'ai eu les souvenirs les plus forts. Et puis en plus, accessoirement, en télé, vous bossez à plusieurs, donc vous êtes avec une équipe et c'est toujours génial d'échanger. Au début, pour tout vous dire, je faisais de la radio pensant que je préférais Sur toujours... RMC. Voilà, sur Ouais. RMC, Europe 1, et je me disais, c'est le média qui me convient le plus parce que je pense que je préfère travailler tout seul. Quand j'ai compris qu'en télé, on échangeait parce qu'on était une équipe de Avec 2 ou une 3 en équipe, ouais. permanence, Ouais. et là, je me suis dit, en fait, vraiment, il y a une dimension en plus à bosser en télé. Et vous avez très bien fait, François-Xavier. Un dernier petit mot, c'est la femme de Carlos Ghosn qui était présente, hein, vous l'avez Oui. dit, on ne la voyait pas à l'écran, Oui. mais elle était avec lui dans le bureau de ses avocats. Elle est rentrée en France, elle a réussi à prendre un avion, à s'enfuir. Je crois qu'elle avait peur hein, d'être arrêtée également. L'ambassadeur de France l'a aidé à partir. Vous vous attendiez à ce coup de théâtre, à ce revirement? Alors, nous, on avait pu échanger à 2 reprises avec Carole Ghosn en off, et j'avais compris évidemment son inquiétude, notamment juste avant l'arrestation, bien sûr. Elle connaît l'horaire, parce qu'il faut se rappeler un petit peu de l'image, elle sort du bureau de l'avocat de Carlos Ghosn avec son mari, et il y a une horde de journalistes, et là, ils savent tous les deux que l'arrestation ne sera pas imminente, mais ce sera le lendemain matin à 8h du matin. Finalement, l'arrestation, elle a lieu à 5h50, donc dans les horaires, tout le monde est presque bon. Ouais. Et là, elle comprend, de ce que j'ai moi-même compris, que de toute façon, l'arrestation va durer plusieurs jours, du moins la détention va durer plusieurs jours, et que donc elle n'a pas 20 000 intérêts à rester au Japon. Après, Elle l'a fait avec l'accord de son mari, vous pensez? Je ne sais pas. Ouais. Pour tout vous dire, je ne sais pas du tout. Ce que l'on croit comprendre aussi, c'est quand même que dans cette histoire, vous avez des procureurs et la police qui tentent de lui poser des questions, mais que ça n'est pas contraignant. C'est dans un cadre qui est celui du volontariat. Oui, c'est ce qu'on dit, du volontariat. Donc là aussi, c'est quand même un demandé. petit peu particulier, parce que c'est pas comme ça que ça marche en France. Et donc, comme ça n'était pas imposé, Carole Ghosn a dû considérer qu'elle pouvait rentrer en France. Elle l'a fait avec un des 2 passeports qu'elle avait qui n'était pas confisqué. Alors évidemment, hein, ce scoop incroyable que tout le monde a pu découvrir, c'est pas ce qui va d'un coup rendre la confiance des Français en les journalistes. Hein. On l'a bien vu, François-Xavier, au fil des manifestations des Gilets jaunes. Depuis de longs mois, la défiance des Français n'a jamais été aussi importante. 21%, c'est le nombre de Français qui font désormais confiance aux journalistes. Est-ce que ça vous étonne? Comment vous expliquez cette incroyable défiance des Français à l'égard des journalistes? J'adorerais vous répondre en une phrase, parce que ça voudrait dire qu'on a compris le problème et qu'on a la solution. Moi, mais le mouvement des Gilets jaunes a l'impression à accentuer pour ça avoir beaucoup fait vraiment sur les plusieurs, pour avoir fait Et vous plusieurs les avez samedis couverts sur le aussi, terrain, moi et tous les collègues de la rédaction, hein, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué, où il faut vraiment justifier ce qu'on est en train de faire, mais en vérité, quand vous avez des personnes qui sont hostiles aux médias, qui ne veulent pas parler et qui répondent avec la violence, comme ça a pu arriver, mais Alors, c'est bien sûr, une la violence, infime c'est totalement minorité. condamnable, on Mais est ça, c'est compliqué. Mais quand vous en avez d'autres qui sont véhéments, mais qui sont quand même d'accord pour parler, bah moi je considère que, en plus de votre reportage, vous pouvez aussi donner des arguments, qui sont des arguments de journalistes, expliquer la manière dont on bosse, expliquer ce qui nous anime, et rappeler qu'un journaliste, il est là pour l'intérêt supérieur, si je puis dire, c'est-à-dire l'intérêt collectif. On n'est pas là pour un intérêt
particulier. On n'est pas là pour servir la cause d'une personne ou d'un mouvement, mais on est là pour informer. Et quand on arrive à dialoguer, quand on arrive à du moins échanger, eh ben, je considère qu'on a déjà au moins un tout petit peu expliqué ce qui nous anime, nous. Et en vérité, un journaliste, je pense que c'est facile de taper dessus aujourd'hui, mais quand on regarde la manière dont on bosse, et surtout, je pense aussi, c'est un mot qu'on n'emploie pas beaucoup, mais la bonne volonté qu'on y met, on gagne un tout petit peu de points. On gagne un tout petit peu de points. Et moi, je me rappelle avoir eu des échanges parfois musclés avec des gilets jaunes qui, à la fin, nous disaient on comprend mieux ce que vous faites. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec ce métier, mais il y a un moment, quand ils comprennent mieux comment on fonctionne, je considère qu'on avance. Et puis, dernier truc, je pense aussi qu'on peut être encore plus transparent dans notre manière de bosser. Et que oui, on doit être irréprochable matin, midi et soir, mais qu'il faut expliquer aussi peut-être encore un peu plus nos méthodes de travail. Et qu'en faisant ça... Se remettre en cause, vous voulez dire bien sûr, mais tous les jours, on se remet en cause. Les journalistes de BFM, qui étaient votre ancienne maison, ont fit une motion de défiance envers leur direction pendant la couverture des Gilets jaunes, reprochant de faire un peu toujours les mêmes. BFM a cristallisé beaucoup évidemment de critiques, reprochant d'être trop sur le terrain, d'être acteur parfois même. Est-ce que c'est un reproche que vous pouvez entendre vous sur LCI? Vous n'avez pas exactement le même traitement sur LCI. Non, c'est vrai. Puis, pour le coup, moi, je couvrais surtout pour TF1, où c'est vrai aussi, on a une journée entière ou une demi-journée le samedi pour réfléchir au sujet qu'on va mettre à l'antenne à 13h et à 20h. Sur les chaînes info, il faut dire ce qui est. Dans ces cas-là, c'est plus compliqué. Vous êtes en permanence en direct. Et pour connaître l'exercice, oui, c'est plus dur parce que vous avez moins de temps pour prendre du recul et vous avez moins de temps pour réfléchir aux images, aux propos des images qui reviennent et aux commentaires que aussi, vous allez mettre à l'antenne. Ouais. Mais franchement, moi, je tire juste mon chapeau aux journalistes de BFM que j'ai vus sur le terrain et aux autres aussi, ceux d'LCI, bien entendu, et grosso modo à tous ceux qui étaient sur le terrain. Mais c'est vrai que BFM, ils s'en sont pris plein dans la gueule et je considère que quand on est reporter là-bas, oui, il y a eu des moments qui étaient durs. Moi, je sais, j'ai des amis qui ont vécu des moments compliqués. Et voilà, il faut rappeler que le boulot d'un reporter, c'est juste d'informer et c'est pas de tourner le cerveau de qui que ce soit. Et surtout pas de prendre des coups, ça c'est certain. Damien, on dit au revoir, on arrive au bout, on a déjà dépassé le temps. Petite question comme ça, le plateau, ça vous manque? Vous avez un peu répondu tout à l'heure en disant que vous adorez le terrain. Est-ce que néanmoins, parfois, en vous rasant le matin, vous vous dites j'aimerais bien animer une émission, en incarner une à nouveau? Oh, je me dis que la route est longue. On verra bien. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le terrain. Julien Courbet, vous en pensez quoi? Lui, il est venu du divertissement à l'info, d'ailleurs, un peu le chemin inverse, dans Capital, votre ancienne émission. Je crois qu'il s'en sort très bien et en plus, je crois qu'il a rien à prouver. C'est un grand pro et c'était une bonne idée de le mettre à la tête de Capital, vraiment. Merci beaucoup François-Xavier Ménage, merci d'être venu nous raconter les coulisses de votre incroyable interview de Carlos Ghosn qui était diffusée jeudi dernier sur TF1 et sur LCI, sur laquelle vous pouvez le revoir, une chaîne sur laquelle on vous retrouve évidemment au gré des JT, des informations et du terrain. Merci encore. Merci à vous deux. Damien, nous on se retrouve demain matin, 10h30. Vous partez pas en vacances, il ne repart pas tout de suite. Pas une fois tous les 2 jours quand même. Demain ce sera une animatrice qui sera avec nous. Elle était sur TF1 aux commandes du grand concours des animateurs. Aujourd'hui elle incarne des documentaires sur C8. Elle s'intéressera à ces forces de l'ordre qui ont été très sollicitées au cours des dernières semaines lors des manifestations des Gilets jaunes. Il s'agit de Carole Rousseau que nous recevons donc demain à votre place. Merci beaucoup, merci. Excellente journée à tous et à tous. On se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz TV.